Bonjour, vous écoutez la première rubrique de l'épisode 3, saison 4 du podcast L'entrée des coulisses. Pour écouter l'épisode en intégralité et accéder ainsi à toutes les informations, suivez le lien dans la description. Bonne écoute. Allez-y, en coulisses. C'est sur LinkedIn, le réseau social des professionnels, que j'ai repéré Stéphane Cognam. Stéphane est posturologue. Il exerce ce métier peu connu, principalement auprès d'artistes et de sportifs. Voilà pourquoi je me suis dit que ce serait intéressant qu'il vienne en parler au micro de l'entrée des coulisses. Vous allez donc découvrir son métier, grappiller quelques conseils au passage, suivre son parcours et découvrir son hobby. Très inattendu pour un homme, un hobby chargé de sens, quasi militant même. Bonne écoute. Stéphane Cognam, je suis posturologue pour artistes. Alors Stéphane, bienvenue dans l'entrée des coulisses. Merci. Posturologue pour artistes. Alors c'est un métier dont on entend peu parler. Alors je vous propose d'abord d'expliquer d'une manière un peu générale en quoi consiste le rôle d'un posturologue pour artistes et on va approfondir après. Ok, merci pour l'invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors, posturologue rapidement pour artistes, le but, c'est de comprendre et de chercher les raisons des douleurs qui persistent depuis très longtemps auprès des artistes et ou les baisses de performance. Est-ce qu'on peut dire, pour résumer, que le rôle du posturologue, c'est d'aider des professionnels de l'art à maintenir une posture optimale, je vais dire, pour améliorer leur pratique, pour réduire certainement aussi des blessures liées à leur pratique? C'est ça aussi ? C'est ça aussi. En fait, l'idée, c'est surtout de permettre aux artistes d'éviter d'aller à répétition voir des kinés et ostéos et de traîner des douleurs qui existent depuis très longtemps, en général causées par des dysfonctionnements de capteurs posturaux, d'où l'idée de faire un bilan postural avec l'artiste qui donc a ces douleurs à répétition et donc découvrir ce qui dysfonctionne. Je vais pas dire ce qui fonctionne pas, mais qui dysfonctionne et qui souvent a été compensé pendant de nombreuses années, sur lequel l'artiste a eu des signaux par-ci par-là, une petite douleur, mais qui est passée vite. Effectivement, au niveau performance, tiens, c'est bizarre. Cette fois-ci, j'ai mon en dehors en danse ou mon geste à l'instrument ou aujourd'hui ma performance a été moins bonne et ou des maux de tête, etc. Enfin, il y a toujours des petits signaux qui arrivent et on compense. Et il y a un moment, le corps, il en a marre d'envoyer des signaux qui n'ont pas été entendus et il lâche. Et donc l'idée, c'est d'arriver à comprendre ces douleurs, cet historique des douleurs et de trouver les causes. Et quand on trouve les causes, on peut les soigner. Alors, petite question perfide. Pourquoi, moi, en tant qu'artiste, je devrais aller voir un posturologue plutôt d'abord qu'aller voir mon kiné ou mon ostéopathe, par exemple? Parce que votre super kiné, votre super ostéopathe, il va soigner vos conséquences. Donc, il va soigner, vous avez mal, et donc, du coup, il va soigner votre douleur. Mais il va pas chercher la cause de votre douleur. Et alors, j'ai des très bons amis kinés et ostéos qui ont fait aussi épodologues, qui ont fait aussi de la posturo. Et les rendez-vous posturaux durent 1h30. Une consultation, ça dure 1h30. Alors, je ne connais pas beaucoup de kinés et d'ostéos qui font des consultations d'1h30 individuellement par patient. Quelques-uns en font, mais pas tous, et en tout cas, c'est rare. Et certains ont un peu abandonné la posturo parce que justement ça prend beaucoup de temps. Pour aller en connaître beaucoup, souvent ils sont un peu parasités un peu par leur expérience. C'est-à-dire qu'un ostéo qui a fait de la posturo, il y a de grandes chances pour que le problème postural vienne des articulations. Voilà, parce qu'il est déjà formaté par son métier. Un podologue posturo, ça arrive souvent aussi qu'un podologue posturo, il va faire un bilan postural, il va dire le problème vient des pieds. Voilà. Et donc moi j'ai aucune appétence pour une ou autre approche. Je suis vraiment global. Mon diplôme originel c'est ergonome.
Donc, j'ai vraiment une vision globale de la situation et de mon opérateur, on va dire, de mon patient. Je vais pas dire arrêtez d'aller voir les kinés et ostéo, bien au contraire. Voilà, mais surtout si vous vous rendez compte que vous allez voir votre kiné ou votre ostéo à répétition et que vous n'avez toujours pas de carte de visite gratuite après 12 visites, arrêtez d'aller voir kiné et ostéo à répétition. Si ça ne marche pas, c'est que le problème vient d'ailleurs. Et donc, dans ce cas-là, allez voir un posturo pour régler le problème. Qui sont les artistes qui viennent vous consulter? Vous vous occupez de qui exactement? Des musiciens, des danseurs? Alors, je m'occupe de tout type d'artistes, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Oui. Alors, j'ai beaucoup de musiciens, de danseurs et de chanteurs. Oui. Quelques comédiens, des modèles vivants, des peintres, des sculpteurs, et des circassiens et circassiennes. D'accord. Ah oui, effectivement. Vous faites tout le prisme des métiers artistiques, quoi. Tout à fait, tous les métiers artistiques. Et c'est vrai que certains ne se pensent pas artistes, voilà, parce qu'effectivement, des fois, quand on est simplement dans une association sportive ou artistique, je pense à l'association sportive parce que la danse est considérée comme un sport. Ouais. Et quand on en fait 2 heures par semaine dans une association, on s'estime pas artiste. Sauf que il y a les galas au bout des 3 mois, il y a le gala de fin d'année, il y a le petit spectacle pour le Noël ou pour la fête de l'école, etc. Et en plus, donc ça fait beaucoup de pression, beaucoup de travail. Souvent, c'est une activité qu'on a après le travail. Et si en plus on a éventuellement une vie familiale, en gros, on est levé à 6 heures du matin, on s'occupe des enfants, on va travailler 8 heures par jour. Oui. Puis après avoir couché les enfants, on va à la répète de 2 heures de théâtre ou de danse. Oui. Donc en gros, on finit à 22 heures. C'est une grosse activité et tout ça, ça rentre en ligne de compte dans le bilan postural. D'accord. Donc justement, ce bilan postural, comment vous faites pour évaluer les soucis de la personne que vous avez en face de vous? Il y a toute une batterie certainement de techniques, peut-être d'outils. On a tout un protocole en posturologie. Donc d'abord avec ce qu'on appelle une anamnèse. Donc l'anamnèse permet vraiment de poser des questions dans un vrai protocole validé par l'OMS et par différentes approches thérapeutiques, qui permet de comprendre l'historique du patient et notamment l'historique de sa douleur. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les douleurs ont une histoire et elles ont envoyé plusieurs fois des signaux et elles sont souvent arrivées à des moments précis. L'idée, c'est surtout de découvrir cette histoire de la douleur avec le patient et la patiente, qui permet souvent d'arriver aussi à ce que le patient et la patiente arrivent aussi à comprendre un peu mieux quand sont arrivées ces douleurs, pourquoi elles sont arrivées, qu'est-ce qui dysfonctionne. Au bout de ces questionnaires qui durent en général une demi-heure, 3/4 d'heure, puisqu'on prend le temps de comprendre, c'est ça aussi le but, c'est de poser et de comprendre et de prendre du recul sur tout ça. Après cela, le posturologue fait des tests qui sont validés par l'OMS, donc les tests de Fukuda, le test de Sion, enfin voilà, il y a pas mal de tests. Alors on fait pas tous les tests, sinon on en a pour une dizaine d'heures, on va dire. Les réponses au questionnaire permettent d'orienter justement vers tel ou tel dysfonctionnement, et les tests vont confirmer ou infirmer ce qui ressort de l'anamnèse, et ce qui permet de comprendre quel est ou quels sont les capteurs posturaux qui dysfonctionnent avec le patient. D'accord. Les tests dont vous parlez, alors sans entrer dans les détails, sans les présenter vraiment, c'est des tests d'observation corporelle, je suppose? Ouais, donc il y a beaucoup d'observations corporelles, mais il y a beaucoup de tests qui sont en pratique avec le patient. Donc par exemple, le test de Fukuda, c'est par exemple de marcher sur place. Moi, j'appelle ça le test de la majorette zombie. En fait les patients doivent marcher sur place. Avec les genoux élevés, donc un peu comme une majorette, et avec les yeux fermés et les bras allongés à l'horizontale. Et ce qui permet de tester des dysfonctionnements de capteurs posturaux au niveau podal, au niveau des yeux, etc. Donc ça fait partie d'un test, par exemple. Donc il y a beaucoup de tests qui sont vraiment pratiques. Et
Moi, je les adapte vraiment à mes patients, notamment parce que ça permet, comme l'anamnèse, de se rendre compte par soi-même. Parce que moi, je le vois. Enfin, en tant que posturo, c'est mon métier, donc je vois dès que la personne est en tenue de sport, short et brassière ou t-shirt ou dos nu. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on voit déjà. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ce soit plutôt le patient ou la patiente qui comprenne de lui-même ou d'elle-même ses difficultés et comprennent pourquoi ces difficultés sont là et qu'est-ce que ça occasionne dans la vie de tous les jours, pas uniquement en étant artiste, mais aussi dans la vie de tous les jours. Bah oui, c'est normal. On n'a qu'un seul corps. Donc... Il faut en prendre soin tous les jours et on n'utilise pas que quand on est artiste. Voilà, c'est ça. On l'utilise aussi dans la vie. C'est ça. Alors, dites-moi, une fois que le diagnostic, on va dire, est posé, qu'est-ce qui se passe après pour ces artistes, ces sportifs vous préconisez une thérapie, un traitement Qu'est-ce qui se passe ? Alors en fait, il y a des choses qui peuvent se faire par soi-même parce que souvent certains artistes sont déjà dans une démarche proactive de santé. Donc ça peut être par exemple avec une diététicienne ou un diététicien, naturopathe, mais aussi kiné, ostéo, etc. Donc dans ces cas-là, l'idée c'est plutôt d'emmener le patient vers d'autres thérapeutes, parce que moi je suis pas soignant, hein, je suis posturologue, donc je ne suis pas médecin, ni ostéo, ni kiné, c'est pas mon métier. Chacun son métier et tout le monde le fait très bien. Et donc l'idée c'est plutôt d'orienter le patient ou la patiente vers le bon thérapeute. En l'occurrence, par exemple, souvent quand on sait par exemple que les douleurs qu'on a au niveau des lombaires, qu'on appelle communément le lumbago, sont souvent au niveau des vertèbres L4, L5 et S1, donc vraiment tout en bas. Et que 90% des nerfs qui arrivent au niveau de ces trois vertèbres proviennent de la plante des pieds. Donc souvent, on dit que voilà, quand on a mal au dos, les personnes disent ah mais t'as pas de semelle, mais va avoir des semelles, va voir un podologue qui va avoir des semelles, ça va être super. Sauf qu'en posturologie, on sait bien que c'est d'abord l'œil qui dirige le pied, et donc l'œil regarde 300 millisecondes avant donc l'endroit où va se poser le pied. Donc, d'une manière posturale, si il y a un problème au niveau des pieds, c'est que souvent il y a un problème au niveau des yeux. Donc ça ne va servir à rien, en l'occurrence, d'aller voir un podologue pour avoir des semelles, parce qu'effectivement ça va arranger les choses pendant 2-3 semaines, mais le problème va revenir, puisque le problème ne vient pas des pieds, mais il y a de grandes chances pour qu'il vienne des yeux. Oui, la vraie racine c'est les yeux, c'est pas... Le vrai problème vient des yeux, et encore, peut-être que le problème des yeux vient des dents ou vient des oreilles, mais ça c'est le travail du posturologue. Et donc d'aller tout de suite faire des semelles, ça ne sert à rien, mais d'abord de regarder s'il y a un problème au niveau des yeux, ça c'est la priorité. Et donc si au niveau des tests posturologiques, on constate qu'il y a un dysfonctionnement au niveau d'un des yeux, le but c'est plus d'aller voir un orthoptiste qui là va travailler sur la musculature des yeux et donc va régler le dysfonctionnement postural, puisque souvent, honnêtement, dans quasiment 70% des situations que je vois, c'est souvent un problème d'œil, et donc du coup l'orthoptiste va régler ça. Donc on se revoit 6 semaines après le premier rendez-vous avec l'orthoptiste, le patient et moi, et là on refait rapidement des tests pour savoir si tout est réglé ou pas. Et voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé la cause au départ. Donc, même s'il faut aller faire 10 séances d'orthoptie et avoir des semelles pendant quelques mois et avoir quelques séances de kiné, et ben au moins on sait qu'après ce sera fini. Voilà, c'est ça l'idée. Effectivement. Quelles sont les erreurs courantes que vous voyez chez les artistes en ce qui concerne leur posture ? Par exemple, le problème le plus courant chez une violoniste, par exemple. Alors c'est vrai que mon travail initial c'est donc d'analyser, faire le bilan postural. Après j'accompagne bien évidemment mes patients, alors pas sur un accompagnement thérapeutique, ça c'est mes autres collègues praticiens qui le font. Mais par contre après, au fur et à mesure, quand on a réglé le problème postural, moi j'accompagne mes patients sur la respiration, sur le travail, la posture, ce qu'on appelle la posture zéro, posture debout, zéro, équilibre.
la posture assise également. Donc, ce qui est intéressant pour les musiciens et musiciennes qui sont notamment en orchestre. Oui. Et puis le geste instrumental. Et donc pour répondre à votre question, effectivement, souvent, par exemple, si on prend des violonistes, souvent il y a l'abri de la ceinture scapulaire, donc des épaules par rapport au bassin, et le port de tête. Et l'un des premiers conseils que je peux, on va en profiter, on va donner un petit conseil aux musiciens et musiciennes qui sont là, qui vont écouter. Poser, que ce soit un instrument à vent, un cuivre ou un instrument à cordes, etc. Évitez d'avancer la tête vers votre instrument. Voilà, c'est ça. Posez d'abord votre instrument sur votre bouche, voilà, ou sur vos épaules, voilà, et après votre tête s'installe. Mais quand on a un instrument comme à hanche, voilà, ou à embouchure, souvent ce qu'on voit, c'est l'instrument arrive et la tête avance vers l'instrument. N'oublions pas qu'une tête, ça pèse entre 5 et à peu près 5 kilos. Et quand même, hein, donc si plus vous la mettez vers l'avant, plus elle est lourde. Donc voilà, une tête à peu près à 10 degrés commence déjà à peser entre 7 et 12 kilos. Donc plus vous la penchez, plus elle est lourde. C'est pareil pour le violon. Plus vous allez pencher votre tête sur le côté, plus elle va peser lourd, plus elle va tirer sur votre cou, plus elle va tirer sur vos vertèbres cervicales, et plus vous allez avoir un déséquilibre au niveau des épaules. Donc l'idée, c'est vraiment de garder cet équilibre. Et donc souvent, on apprend avec mes patients à déjà amener l'instrument vers les lèvres ou vers le cou en ayant les yeux fermés. D'accord, par exemple pour le cas des violonistes, mais par exemple, nous, moi je suis plutôt plus dans le théâtre, par exemple. Est-ce que vous constatez des choses très particulières chez les comédiens, comédiennes ? Oui, vous ne savez pas respirer. Donc, mais comme beaucoup de musiciens et danseurs et danseuses, hein, donc en fait, vous êtes souvent en apnée, sans vous en rendre compte, mais aussi en vous en rendant compte des fois. Le plus souvent que j'entends en consultation, c'est ah oui, je sais. Voilà, mes patients disent souvent je sais. Donc ça c'est bien, c'est déjà un premier pas. Il y a au minimum 3 foyers de respiration. Puis on a une respiration abdominale, diaphragmatique. Donc d'abord on respire par le ventre, après par la cage thoracique et aussi après par le cou, en tout cas au niveau du cou et de la langue. Et donc il y a ces 3 phases d'inspiration et d'expiration, ces 3 foyers de stockage donc de l'air et du dioxygène. Et donc il faut apprendre ça. Et je veux pas dire que quasiment la moitié des artistes que je vois ne respirent que par la cage thoracique, mais c'est quasiment le cas. Donc déjà rien que de travailler déjà sur sa respiration et de comprendre ces trois phases de la respiration, c'est déjà un grand pas pour l'homme et un immense pas pour le monde artistique. Certainement. Stéphane, vous êtes un véritable caméléon des métiers. En faisant un peu de recherche sur vous, comme je fais toujours pour mes invités, j'ai vu que vous aviez été donc interprète en langue des signes, manager, inspecteur des services, syndicaliste. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir posturologue, qui est quand même un métier assez original? Quel a été votre parcours, votre chemin jusqu'à ce métier actuel? Oh là, il faudrait 3 heures de podcast. Ah zut, on les a pas, résumer. Vous allez résumer, c'est sûr. Je vais résumer. En fait, il y a un moment, j'ai travaillé pour accompagner les artistes dans le cadre de l'île 2004, capitale européenne de la culture. Et en travaillant dans ce domaine-là, j'ai découvert l'envers du décor. Du milieu artistique que je connaissais pas du tout, et c'est vrai qu'on va tellement voir les artistes et il y a plein de paillettes, plein de lumière et on applaudit et c'est fabuleux, et que dans le monde et derrière le backstage c'est quand même beaucoup plus difficile, et quand on le connaît pas, moi j'avoue que je me suis pris une vraie claque. Et donc je me suis dit là il faut quand même faire quelque chose, et au fur et à mesure de chercher quoi faire j'avais mon diplôme d'ergonome à la base,
et ce qu'interpréter en langue des signes m'a pas beaucoup aidé, hein, donc même si je rencontre des artistes sourds, donc ça m'aide dans ces cas-là. Mais à découvrir, à chercher un peu ce que je voulais faire et comment aider les artistes, je me suis renseigné, j'ai passé un diplôme de médecine des arts sur Paris, donc qui est un diplôme privé, hein, par une école privée, mais qui permet quand même de comprendre beaucoup plus les problématiques médicales et thérapeutiques des artistes, notamment plutôt musique, parce que c'est un diplôme vraiment orienté musique, mais qui était très intéressant. Et après, au fur et à mesure, de me dire mais qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux faire pour les aider, et au fur et à mesure de rencontrer les artistes, je faisais déjà un peu d'ergonomie entre guillemets, donc pour adapter l'environnement de travail des artistes dans les classes. J'ai accompagné pas mal de quelques structures, des écoles de musique sur l'organisation du travail, etc. Et de fil en aiguille, les artistes que je côtoyais m'ont dit ouais mais là j'ai vraiment mal, j'arrive pas à trouver de solution, etc. Et donc au fur et à mesure j'ai cherché un peu qu'est-ce qui permettait vraiment de répondre à leurs besoins. Et donc j'ai trouvé posturologue, et donc je suis allé à l'école de posturologie médicale globale des Hauts-de-France pour passer mon diplôme de posturologie médicale. Et là, vu que je suis un vrai caméléon, en posturologue, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de problématiques de douleurs qui viennent de l'émotionnel, donc de la thématique émotionnelle. Alors soit parce que des traumas viennent, il y a eu des traumas qui ont été oubliés ou en tout cas compensés par le corps, soit il y a la situation en tant que telle qui est tellement stressante que ça occasionne des dysfonctionnements posturaux. Et donc là, je continue ma mutation de caméléon, et donc j'ai entamé une formation de coach mental, de préparateur mental, coach neuropsychologique pour artistes, pour pouvoir vraiment justement accompagner les artistes dans ces problématiques émotionnelles. Je mettrai le lien vers votre site, comme ça, si ça intéresse les artistes qui nous écoutent, parce qu'il y en a pas mal, ils pourront toujours vous consulter. Alors, vous êtes plutôt du côté de Lille, je crois. Oui, dans les Hauts-de-France, mais je me déplace beaucoup, hein. Je vais à Marseille, Nice, Bordeaux, Toulouse, je vais en Suisse, il n'y a aucun problème. Ok. En plus d'être caméléon, pigeon voyageur. C'est un caméléon voyageur. Ok. Une dernière petite question. Au fond, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Oh, waouh. Au fond, je pense que c'est de prendre soin des artistes, de me dire que s'ils et elles peuvent continuer à prendre plaisir à ce qu'elles font et ce qu'ils font, et sans se faire mal, c'est un peu grâce à moi. Mais le plus gros du travail, c'est l'artiste qui le fait. Moi, j'ouvre juste les portes et j'aide à prendre conscience. Et après, je continue à accompagner. Mais après, quand je vois certains de mes patients qui recommencent à jouer, parce que certains ont arrêté depuis 6 mois, 1 an, parce qu'ils avaient trop mal et qu'ils ont abandonné la musique ou abandonné la danse ou abandonné le chant, et que ils recommencent. Franchement, je me dis j'ai permis ça, et tant mieux. Après, le gros travail, c'est pas moi qui le fait, mais je pense que c'est ça l'intérêt pour moi, et c'est pour ça que j'aime mon métier, c'est que je pense que ça aide vraiment les artistes. En fait, j'ai un peu menti, c'était pas forcément la dernière question. Mais on va sortir un petit peu de tout ce qui est posturologie, ça se dit, posturologie. Ouais, c'est ça. Mais j'en parle parce que vous en parlez vous-même sur votre site, par exemple. Si je vous dis Pom Pom Boy. Oui, je suis Pom Pom Boy également, dans ma tonique caméléon. Parce que, alors effectivement, c'est votre passion, enfin votre hobby aussi à côté. Alors on connaît très bien les Pom Pom Girls, mais il y a ces Pom Pom Boys au sein du Scrimmage People. Yeah. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Moi, j'ai trouvé ça hyper amusant. J'ai vu quelques images sur le site. C'est amusant, c'est drôle, et en même temps, ça parle quand même d'un sujet bien moins futile. Tout à fait. Oui, effectivement, donc dans mes différentes mutations, je suis également Pom Pom Boy. Donc au sein effectivement, comme vous l'avez dit, du collectif qui s'appelle les Scrimmage People.
Aujourd'hui, on est à peu près 17 hommes, alors cis, bi, non-genre, etc., hétéro, homo, etc., qui sont rattachés au roller derby Lille. Le roller derby, c'est un match, un sport de badass, voilà, donc sur roulette. Si vous ne connaissez pas, allez vraiment taper roller derby sur Internet et vous verrez, c'est fabuleux. Ouais. Et en fait, en 2016, a été créé un collectif donc de mecs au sein du roller derby. Au début, plutôt les mecs des joueuses, voilà, qui comme ça pour blaguer, on s'en dit ce serait intéressant. On est d'accord que le roller derby au départ c'est plutôt féminin. Ah, c'est un sport féminin. Le roller derby, c'est un sport féminin. Donc, il y a même des ligues qui interdisent les équipes masculines, parce que c'est un sport féminin et féministe. Et donc, le but de ce collectif, c'est nous, hommes, de soutenir les joueuses de roller derby. Donc, on danse pendant les mi-temps pour soutenir les joueuses. Donc, on inverse les rôles. Voilà, on soutient également les autres sports féminins. Donc, le handball féminin, le basket féminin, le volley féminin, le rugby féminin, donc partout où on veut nous inviter, justement pour casser les codes. Quand on parle de changer les codes, c'est aussi changer les codes au niveau du sport féminin, parce qu'il y a encore malheureusement encore trop d'hommes qui estiment que certains sports n'ont pas à être féminins. Et puis de casser aussi les codes des hommes qui sont dans les tribunes ou dans le public, pour dire ah oui, donc en fait il existe des hommes qui font aussi du pom-pom, et c'est vachement fun, c'est intéressant, et souvent ils viennent nous parler pour nous dire mais pourquoi vous faites ça, c'est quoi le message, etc. Quand on a dansé et qu'après on est dans le public encore avec nos shorts rouges, nos bretelles et voilà, et que parce qu'on va pas se rhabiller tout de suite, on reste exprès dans le public avec nos tenues de pom-pom. Donc c'est là où il y a des parents qui viennent nous voir, voilà, donc des papas qui viennent nous voir aussi avec des fois leur petit garçon ou leur petite fille. Ça va travailler dans leur mentalité, ils l'ont vu, des fois ils font des selfies avec nous, donc c'est super. Et si les auditeurs et auditrices du podcast veulent en savoir plus, il y a une série documentaire sur Sisplay. Donc sur vos box ou sur internet, vous tapez sisplay.fr, ou vous allez sur la partie Sisplay de vos box, et vous tapez Pom Pom Boy. Voilà, et il y a 4 épisodes de 26 minutes qui permettent de découvrir les messages qu'on passe, notre histoire, pourquoi on a été créé, et les messages qu'on fait passer. En fait, ça permet vraiment aussi de montrer, c'est vraiment un documentaire familial, donc voilà, et ça permet vraiment aussi de montrer que aujourd'hui être un homme, c'est il y a pas un genre d'homme, quoi. Voilà, et voilà, donc n'hésitez pas. Vous œuvrez à votre manière pour faire évoluer les mentalités concernant les stéréotypes, et c'est une question extrêmement actuelle en ce moment, et voilà, et les mentalités ont besoin d'évoluer. Voilà. Tout à fait. Donc merci beaucoup en tout cas de l'aborder. Et comme on le dit auprès des scrimmages, on passe un message sérieux sans se prendre au sérieux. Et ben voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer. Merci beaucoup Stéphane, merci. Que dire, bon pom-pom boy et belle consultation à venir. Merci beaucoup, et merci beaucoup pour l'invitation, et merci pour ce podcast qui est vraiment très intéressant à chaque fois en tout cas. Oh, merci beaucoup. Vous trouverez dans la description de l'épisode les liens vers le site de Stéphane et vers les vidéos des Scrimmage People. Et voilà, c'est terminé. Je vous retrouve sur le compte Instagram de l'entrée des coulisses pour échanger sur cet épisode et aussi vous donner d'autres informations comme les coulisses du podcast lui-même. N'hésitez pas à m'y faire signe et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et suivant la formule consacrée pour clore un épisode, vous vous souvenez de la phrase, vous la dites avec moi ? Oui, c'est ça. Allez, on referme les coulisses.